Bonsoir, nous sommes le vendredi 6 décembre. Tout de suite, les principaux titres de cette édition. Après des semaines de désaccords autour de l'écosite, les acteurs concernés, VRDSXM, la préfecture, la collectivité et l'association des transporteurs et du BTP, ont enfin trouvé un terrain d'entente. Ce protocole signé aborde plusieurs points cruciaux pour le site, mais de nombreux défis restent à relever pour garantir un fonctionnement optimal. Nous avons détaillé les enjeux et prochaines étapes dans notre reportage. Bonne nouvelle pour l'île et la région, Air France et KLM annoncent une augmentation des fréquences de vol entre Paris et l'aéroport Princess Juliana cet hiver. Cette décision devrait non seulement dynamiser le tourisme, mais aussi générer des retombées économiques positives pour notre territoire. Quels seront les impacts de cette annonce? Nous avons posé cette question aux différents acteurs du tourisme. Entre une surpopulation carcérale record et une hausse inquiétante des vols avec armes, les autorités tirent la sonnette d'alarme. Réunions stratégiques, contrôle dans les établissements scolaires et mobilisation sur le terrain, les actions se multiplient pour rétablir la sécurité. Et pour démarrer ce journal, l'annonce a généré beaucoup de réactions hier. Le carnaval 2025 n'aura pas lieu. Dans un communiqué, l'association des festivités carnavalesques de Saint-Martin déplore l'absence de soutien concret de la collectivité et des retards dans l'attribution des subventions indispensables à l'organisation de l'événement. Malgré une préparation entamée dès août, l'association souligne que l'absence de réponse claire a rendu impossible la mise en place d'un carnaval à la hauteur des attentes. Cette décision met en lumière le besoin d'une vision pérenne et d'un réel engagement pour préserver cet héritage culturel vieux de plus de 60 ans. On écoute la présidente du comité carnavalesque de Saint-Martin, Luciana Raspail. Donc le 10 juillet, nous avons donc pris la tâche de la collectivité pour obtenir un rendez-vous avec le président de la collectivité et puis la présidente de l'Office du tourisme. Nous avons donc eu cette rencontre en date du 26 août, date à laquelle nous avons donc présenté le programme et nos ambitions pour le carnaval 2025. Voilà, par la suite, nous avons donc transmis les éléments, donc, à savoir le rapport financier et le rapport d'activité de 2024 et puis avons également transmis le budget pour le carnaval 2025. Et depuis donc cette rencontre, nous sommes toujours en attente d'une réponse concrète. Nous avons donc annoncé l'annulation de l'organisation du carnaval par notre association. Nous avons donc été contactés par la collectivité et une rencontre est prévue ce samedi à 10h. Voilà, donc avec les instances de la collectivité mais également de l'Office du tourisme. Après des semaines de tensions autour de l'écosite de Grande-Caille, un protocole d'accord a finalement été signé entre VRDSXM, la préfecture, la collectivité et l'association des transporteurs et du BTP. Ce texte, qui traite de 4 points principaux, vise à résoudre les nombreux problèmes rencontrés sur le site. Mais cette signature ne marque qu'une étape et des défis importants restent à surmonter. Voici les détails dans ce reportage. Disons de Marigot à Cul-de-Sac nous prend 20 à 25 minutes. Arriver d'ici pour aller à la décharge, c'est pareil, ça nous prend 20 à 25 minutes à cause de la route. Et bien sûr, pour ne pas endommager nos camions, on est obligé de rouler à 10, 15 à allure, quoi. Et puis à partir de là, vous allez voir, il y a des trous, il faut aller en zigzag. Une fois passées les portes de l'écosite, un nouveau problème se pose. Selon les transporteurs, pas assez d'espace pour décharger le contenu des bennes, impliquant parfois de vider sur les seules zones disponibles. Aujourd'hui, on a une forte saturation de l'ISDND. En fait, Irma, ça a généré 10 ans de déchets en 3 ans. Et en fait, il y a eu besoin d'augmenter la capacité de stockage. Et pour ça, il a fallu créer une nouvelle alvéole. Cette nouvelle alvéole, c'est ce qu'on appelle le casier 10. Le déchargement compliqué des camions n'est pas le seul point soulevé par les transporteurs. La bonne prise en charge des déchets est elle aussi remise en cause. Maintenant, arrivé à la décharge, l'espace n'est pas totalement là pour recevoir ces ordures-là pour l'instant. Être à l'extérieur, recyclé et rentrer à la décharge et c'est pas recyclé, je trouve un peu que c'est pas trop cool. Pour illustrer ces propos, des vidéos filmées sur site montrent des déchets de différents types, parfois déposés de manière chaotique. Carcasses de voitures, frigos, mais aussi déchets verts. Moi, avec cette information, je ne suis pas d'accord. Les déchets qui arrivent triés sur l'écosite sont bien traités. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que les transporteurs font mal leur tri.
Parce que c'est pas les transporteurs. Les transporteurs, ils transportent du déchet d'un point A à un point B. Ce sont aussi les détenteurs de déchets. Donc ça peut être les chantiers, ça peut être les chantiers de villas, ça peut être les chantiers du collège, ça peut être les chantiers de la nouvelle préfecture, ça peut être les bennes qui sont mises à disposition sur les différentes entreprises. Chaque cas est particulier, chaque cas est différent, faut pas généraliser non plus. Mais il y a aussi au niveau des détenteurs de déchets un tri qui est mal fait ou pas fait, et les transporteurs, ils transportent la benne. Je veux dire, ils sont pas responsables du tri de leurs clients. Le protocole signé vendredi dernier devrait aider à clarifier la situation entre Verde SXM et les transporteurs. Ces derniers reconnaissent que ce n'est qu'un premier pas et que d'autres points devront être abordés après la mise en place du casier numéro 10, prévu pour fin janvier. À Basse-Terre, la surpopulation carcérale atteint un niveau inédit avec 50 à 60 détenus de Saint-Martin, un record. Sur l'île, l'insécurité inquiète. 92 vols avec armes ont été recensés fin novembre, en hausse de 32% sur un an. Face à cette montée de la violence, une réunion stratégique s'est tenue cette semaine entre préfecture, collectivités, gendarmerie, vice-rectorat et procureur afin d'acter des mesures immédiates, dont des contrôles dans les écoles pour détecter armes et stupéfiants. Les gendarmes peuvent désormais inspecter les sacs des élèves à l'entrée. On écoute. On recherche vraiment des choses dangereuses, notamment en fait les armes, qu'elles soient blanches ou les armes à feu. Donc comment on fait pour ça? On place en fait des patrouilles de gendarmes, plus l'équipe cynophile, donc le binôme en fait du maître chien du chien gendarmerie qui est spécialisé dans la recherche de l'armement. Et on en profite aussi pour faire venir les gendarmes à moto qui sont spécialisés eux sur les infractions graves au code de la route et à la circulation routière, le port du casque, etc. Nous ferons ces contrôles de manière extrêmement régulière, mais de manière aléatoire. Il faut que les gens qui voient ce type de contrôle les prennent comme des éléments plutôt profitables pour ce territoire, pas l'inverse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'inquiéter que des gendarmes viennent voir des collégiens ou des lycéens pour dire « montrez-nous vos sacs » sur réquisition du procureur avec un cadre légal bien défini pour voir ce qu'il y a dedans. Ceux qui n'ont rien à se reprocher n'auront aucun souci. Et dans le prolongement de ces décisions, une importante mobilisation de gendarmes a eu lieu hier matin rue de Spring, devant le lycée professionnel et l'école Hervé Williams. Il s'agissait du 3e contrôle routier de la semaine devant les établissements scolaires, illustrant une volonté ferme d'intensifier la surveillance pour réduire les infractions et renforcer la sécurité. C'est la 3e fois de la semaine qu'on vient à cet endroit-là, donc en fait on a constaté quand même une baisse des infractions étant donné qu'on a axé les contrôles tout au long de la semaine. Alors, en début de semaine, on a eu beaucoup plus d'infractions, beaucoup plus aussi de refus d'obtempérer où les jeunes avaient un peu plus peur de se faire contrôler et donc du coup qui prenaient des risques au point de s'enfuir. La gendarmerie a quand même un contact privilégié avec la population et que de manière générale on s'entend quand même assez bien avec notamment les jeunes et on essaye d'être le plus présent possible pour eux, discuter avec eux. Aussi, il n'y a pas que le côté répression, hein. On axe beaucoup sur la prévention et ça marche bien. Et du coup, le fait de notre présence déjà est dissuasive. Et les gens respectent notamment le code de la route. Excellente nouvelle pour l'île et pour toute la région, Air France et KLM augmentent leur fréquence de vol pour cet hiver entre Paris et l'aéroport Princess Juliana. Une décision qui devrait avoir un impact économique et touristique important. Quels sont les détails de cette annonce et qu'est-ce que cela signifie pour notre territoire? Élément de réponse dans ce reportage. Faire décoller le tourisme cette saison, c'est l'objectif affiché par les professionnels de l'île. Avec jusqu'à 4 vols supplémentaires par semaine proposés par Air France et KLM, ce sont 37 000 sièges additionnels qui seront disponibles entre novembre et mars. Une augmentation de l'offre qui réjouit déjà les acteurs du secteur. Nous, ça fait 35 ans qu'on est prêts. Donc on ne fait qu'être encore plus prêt qu'avant. Voyez. Donc bien sûr qu'on est prêt à accueillir le développement. Et puis ça a déjà eu lieu, hein, c'est pas une première sur Saint-Martin. On a déjà vécu ça, on a vécu même encore plus que ça, etc. Donc ça ne fait que confirmer notre attrait pour la clientèle européenne, parce que Saint-Martin reste aussi une île française. Et cet axe-là qui se développe et qui est pérenne ne fait que nous amener du bénéfice, forcément. Pour l'Office du tourisme, cette annonce représente une opportunité, mais aussi un défi à relever. Alors déjà, on sera sur du tourisme de loisirs,
pour découvrir toutes nos belles plages, notre gastronomie, nos beaux hôtels. Après, on peut espérer également du tourisme haut de gamme. Et pour finir, avec cette flexibilité également de vol, on peut espérer du tourisme d'affaires, puisque ça peut être également un avantage pour des congrès, des séminaires, des conférences, puisque nous avons cette flexibilité de vol. Les raisons de ces vols supplémentaires, une forte demande et de très bons résultats sur l'hiver dernier, et cela pourrait avoir un impact direct sur le prix des billets. Le fait de rajouter de l'offre, ça a souvent, logiquement, un impact sur le prix. Nos niveaux d'entrée ont une première fois baissé il y a quelques mois, au mois de septembre à peu près, où nos prix d'entrée étaient déjà à 890 € aller-retour en classe économique. Aujourd'hui, on a à nouveau baissé notre niveau d'entrée. C'est dans les systèmes, il me semble, depuis aujourd'hui, à confirmer, mais si ça ne l'est pas aujourd'hui, ça le sera dans les prochains jours. Et notre niveau d'entrée devrait être un tout petit peu inférieur à 820 € aller-retour. Et ce n'est que le début. Air France et KLM anticipent déjà des augmentations pour la prochaine saison estivale. Alors la saison été dans l'aérien, c'est d'avril à octobre. Et on planifie déjà des augmentations de fréquences sur les mois de l'été, donc en avril, en mai, en juin, en juillet et en août. Avec des ambitions renouvelées et des partenariats stratégiques comme le retour du code-share avec Winair, Saint-Martin conforte son rôle de carrefour incontournable dans les Caraïbes. Et une information qui pourrait faire du bien à votre porte-monnaie si vous aviez acheté un billet d'avion Air Caraïbes ou French Bee récemment. Les compagnies annoncent la suspension immédiate de la hausse de la taxe de solidarité sur les billets d'avion prévue pour 2025. Cette décision fait suite à l'annulation de la loi de finances après une motion de censure. Alors concrètement, elle s'engage à rembourser les montants perçus en excès pour les billets achetés entre le 31 octobre et le 6 décembre pour des voyages à partir de janvier 2025. Un formulaire sera bientôt disponible en ligne pour faciliter les remboursements. Les billets réservés par agence de voyage ou tour opérateur seront également remboursés. Devenir propriétaire ou vendre son bien peut parfois s'avérer compliqué. Entre les démarches administratives, les banques et les interrogations sur le bon moment pour agir, il est facile de se perdre. Pour accompagner celles et ceux qui souhaitent mieux comprendre l'univers de l'immobilier, IOTV diffuse dès ce soir la Minute Immo, un programme imaginé par Pablo Yaouda, agent immobilier. À travers des vidéos en français et en anglais, cette initiative offre des conseils pratiques pour aider chacun à naviguer sereinement dans ses projets de vente ou d'achat. Alors nous avons fait 20 capsules exactement pour expliquer à tout le monde qui est intéressé sur le monde de l'immobilier, rendre l'information sur un métier qui est assez complexe, c'est la transaction, la gestion et la location immobilière, plus accessible à la population. And watch out, do not neglect this step. L'idée de faire en anglais et en français, parce qu'on sait très bien que Saint-Martin c'est une île bilingue et il y a beaucoup d'anglophones qui décident d'acheter en partie française et le but c'est vraiment de ne pas négliger cette partie. C'est pour donner l'information à la population locale, soit en français, soit en anglais. Depuis lundi, Natacha Pétrine est la nouvelle directrice générale des services de la collectivité de Saint-Martin. Diplômée de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et forte de plus de 20 ans d'expérience, elle a marqué son parcours par le redressement financier de la ville de Sainte-Anne. Elle succède à Albert Hall, dont le contrat a été interrompu en pleine polémique autour de l'épineux dossier de la mise à jour des carrières. Cette situation met en lumière un poste souvent discuté mais encore mal compris, celui de DGS. Crucial dans le fonctionnement d'une collectivité, ce rôle demeure largement méconnu du grand public. Mais que fait réellement un DGS au quotidien ? Pour mieux comprendre, nous avons posé la question à un professeur de sciences politiques. DGS ou directeur général des services, c'est un cadre administratif, c'est le collaborateur le plus proche du président de la collectivité et il a différentes missions. Sa mission principale, ça va être le pilotage stratégique des politiques publiques. Donc toutes les politiques qui sont menées par les élus et par le président de la collectivité, ça va être le manager en fait, de l'ensemble des services de la collectivité, donc tous les services
qu'on utilise au quotidien à la collectivité territoriale. Alors c'est une fonction de la collectivité, mais bien entendu la collectivité a des comptes à rendre à l'État via ce qu'on appelle le contrôle de légalité, c'est-à-dire que chaque décision, chaque délibération qui sont prises en conseil territorial, derrière la préfecture a un œil dessus. C'est pour ça que je disais auparavant que ce doit être le DGS, ce doit être un expert en droit public et en droit des collectivités. Il va gérer l'ensemble des ressources, qu'elles soient financières, qu'elles soient matérielles ou qu'elles soient humaines aussi, dans le cadre de la collectivité territoriale. Donc c'est un rôle et c'est un poste clé pour le bon fonctionnement de la collectivité, autant pour les élus que pour les usagers que nous sommes. La semaine dernière, nous donnions la parole à des personnes atteintes du sida pour mieux comprendre la maladie et comment on vit avec. Cette semaine, toujours à l'occasion de la journée de lutte contre le sida, nous nous sommes rendus à une conférence organisée par l'association AIDS. Objectif : réunir des professionnels de santé, des malades et toute personne souhaitant en apprendre davantage sur la situation du VIH à Saint-Martin. Mais combien de personnes atteintes du VIH sont actuellement prises en charge à l'hôpital ? Nous avons posé la question au docteur François Bissuel. Alors, au centre hospitalier Louis-Constant Fleming, l'équipe qui s'occupe du VIH prend en charge, sur l'année 2023 en tout cas, 464 patients, une petite majorité de femmes qui sont pour la plus grande part sous traitement contre le VIH avec une grande efficacité. Ils vont bien, je vous rassure. D'une manière générale, il faut considérer que les personnes qui vivent avec le VIH et qui ne vont pas bien sont pour la plupart des personnes soit qui prennent mal leur traitement, soit qui ont d'autres comorbidités, comme on dit, c'est-à-dire d'autres événements médicaux de la vie, d'autant plus que notre file active, notre patientèle vieillit, comme les docteurs, et se retrouvent face à des maladies de leur âge et qui n'ont rien à voir avec le VIH. Ce samedi, de 8h à 17h sur le parking de Galisbée, l'association Garage Solidaire et Associatif Éco-Suprême fête son premier anniversaire en organisant un car boot sale, un concept anglais pendant lequel des particuliers vendent des objets directement depuis le coffre de leur voiture. Pour cette édition spéciale, plus de 60 exposants seront présents, avec au programme restauration, musique traditionnelle et tombola, en présence de la marraine de l'événement, la chanteuse Lydia Lorenz. Un rendez-vous solidaire et convivial à ne pas manquer. Et toujours dans le partage, samedi aura lieu la croisière du lagon des seniors, organisée par le Rotary Club de Saint-Martin-Nord, une initiative caritative qui vise à offrir à nos aînés et leurs accompagnateurs une après-midi de bien-être, de convivialité et de reconnaissance. En 2023, ce sont 115 personnes qui ont pu profiter de cette belle action. Et c'est la fin de cette édition. Vous pouvez retrouver ce journal dès demain sur notre site internet iotv.fr. Merci à toute la rédaction. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour notre dernier JT de l'année. Très bon week-end.